Salut tout le monde, bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Merci de nous écouter aujourd'hui. Épisode dédié sur les erreurs de Marc, de coach Marc durant son parcours en tant qu'athlète. On commence rapidement. Marc, parle-nous de ta première erreur, une de tes pires erreurs que tu as fait dans ton parcours. Une des premières erreurs, je l'avais partiellement fait beaucoup plus jeune, vraiment à l'entrée au cégep, puis je l'ai refait aujourd'hui à l'âge de 28 ans. Quand je dis aujourd'hui, là, c'est dans la dernière année, c'est de vraiment vouloir bulk puis prendre du poids à tout prix. C'est un sujet qu'on a déjà parlé ensemble, là, surtout dans l'épisode des erreurs que tu as fait, que tu as voulu prendre du poids, mais personnellement, c'est une autre erreur que j'ai fait, puis je l'ai fait de deux façons vraiment différentes. Pour moi, j'ai toujours été un athlète qui était plus gros que les autres. T'sais, depuis que je suis jeune, comme en secondaire 1, je faisais quasiment, je devais faire 5 pieds 11, 6 pieds déjà. J'étais déjà plus grand, j'étais déjà plus gros. Mais il y a un moment où est-ce que la fin du secondaire, pour moi, je regardais, je jouais là, j'ai commencé à jouer linebacker, puis je regardais Ray Lewis, puis Brian Urlacher, puis je regardais les gars, puis les linebackers dans ce temps-là, dans la NFL, c'était des monstres. Puis les linebackers dans la Dans ce CFL, on temps-là, les il était connaît pas. huge. Ouais, c'était fou. Il y avait pas un gars en bas de 2,50, c'était 2,50, 2,55, 2,60, 2,65, les Mike Backer. Puis moi, c'est là où je me voyais. T'sais, mon rêve, c'était de jouer dans la NFL comme ces gars-là, de jouer Mike Backer dans la NFL comme ces gars-là. Puis ben, tu t'inspires de ça. Fait que moi, je me dis, bon, mais là, je suis en secondaire 4, je suis en secondaire 5, je mesure 6 pieds 3. Fait qu'en termes de grandeur, je pouvais me comparer à ces gars-là. J'étais déjà grand, mais j'étais light. J'étais light, tu sais. Puis j'avais vraiment pris du poids, là. Dans le fond, à travers mon secondaire, je suis rentré à comme 125 livres, à comme 5 pieds 10, 5 pieds 11. J'étais super maigre au début. Je me suis mis à m'entraîner finalement à secondaire 3, j'étais comme 190. Fait que j'étais déjà comme un big body pour le secondaire. Puis finalement, à la fin du secondaire, quand on a joué ensemble à Team Québec, j'étais rendu 2,17. Puis les années de ça, le secondaire 5, première année au cégep, je voulais être gros à tout prix, OK? Puis, ben, je savais pas comment le faire. J'avais Mhm. zéro connaissance de nutrition. J'étais pas entouré vers ça. Dans ma tête, c'était de manger plus. Puis, ça ressemblait à ça. Tu sais, comme Ouais. vraiment les connaissances, si on veut, le général de base de ce qu'on entend. Mais dans ce temps-là, on n'entendait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui donnaient un paquet d'informations. Fait Non, que puis pour moi, on veut tout le temps. En plus, là, c'est un réflexe là, que moi j'avais aussi, puis je suis convaincu que les joueurs de foot qui nous écoutent en ce moment ont aussi, c'est d'aller Google, NFL.com, tu check les sizing, tu check les résultats 100%. au combine, puis tu te donnes ça comme objectif. Tu trouves un joueur que tu aimes, qui a à peu près la même grandeur, puis tu te dis, OK, si je veux make it, faut que je sois comme lui. Puis Mais là, t'as 17, 18 ans, tu sais, comme lui, il oui, en a 26, là, je veux dire. exact. Puis il y en a 26, puis c'est un joueur pro, il a une C'est un maturité freak. physique, c'est un freak athlete souvent. Les joueurs de la NFL, man, c'est des freak athletes. Là. C'est le 1% du 1% là, Ouais. qui make it dans le NFL puis qui ont des longues carrières. Fait que tu te compares à quelqu'un de beaucoup plus vieux, qui s'entraîne depuis beaucoup plus longtemps, qui est mieux encadré, Qui a une puis qui a meilleure une génétique génétique. complètement différente. Ça n'a pas rapport de se dire, OK, je vais atteindre ce que lui est, puis on peut juste le faire aussi sur papier, parce qu'on sait pas vraiment sa réalité, on connaît pas sa body count en tant que tel, on connaît pas son frame exact non plus. On se dit Exact. juste, c'est ma grandeur, je vais atteindre son poids. C'est ma Exact. C'était grandeur, vraiment je vais ça. atteindre ce speed-là. Puis on pense que, oh, rendu là, j'ai la capacité de jouer pro parce que j'ai le même size que le joueur. Exact. Ça Tu sais, n'a tu pas le sais rapport. pas, là, j'avais aucune idée. Le Brian Urlacher, tu sais, peut-être qu'il a les poignets 3 fois gros comme les miens, là, je veux dire. Tu sais, Probablement. fort En tout cas, il y probablement. avait le cou 3 fois gros comme toi, ça, c'est sûr. 100%. En tout cas, fait que c'est un peu ça. Fait que là, je voulais vraiment être le plus gros possible pour les camps Team Québec, pour les camps Team Canada, pour être prêt pour le prochain niveau. Puis je mangeais. J'avais un énorme appétit aussi, là. Je veux dire, manger a jamais été un problème. Puis là, je mangeais tout ce que j'avais accès chez nous. Fait que ma mère faisait des bons repas, là. Je veux dire, des repas d'une famille Mhm. vraiment normale. Mais comme une portion, c'était jamais assez. Puis c'était tout le temps comme un autre souper après le souper que je me faisais moi-même, des enfants de genre, puis pour manger plus. Puis à un certain moment où est-ce que j'étais quand même conscient, tu sais, de qu'est-ce qui était bon, Mhm. qu'est-ce qui était pas bon, puis tout ça. Je veux dire, mon déjeuner, je me faisais des omelettes avec des œufs, des blancs d'œufs, je me faisais un gros bol de gruau plein de fruits, mais après ça se gâtait à travers la journée où est-ce que, tu sais, je mangeais plus, puis je me souviens de gens avec qui j'ai joué au cégep, puis en tout cas, mon surnom était Tartine au cégep, là, c'était Marvin the Tartine, pour vous donner l'idée. Euh, en tout cas, on m'a jamais expliqué pourquoi les gars m'appelaient Tartine, mais
si t'as Tu l'air d'une doutes que c'est pas tartine, parce que t'étais sec. non. Fait que c'est un peu ça, puis tu sais, j'en reparle des fois, là, comme c'était horrible, je revenais des pratiques. Même au cégep, ma première année au cégep, là, avant vraiment que je dialais de ma nutrition, c'était un pattern dans ma vie, c'était ça. Je revenais le soir, j'avais faim, tu reviens des pratiques, tu reviens de t'entraîner, mais là, je prenais comme, tu sais, les pots de 700 grammes, 750 grammes de yogourt, ben, je clenchais un pot de yogourt au pêche. En plus, c'était juste un yogourt au pêche, là, je me faisais des sandwichs, des toasts ou peu importe, des sandwichs aux tomates avec de la mayo, puis comme, là, je mangeais de ça, puis là, oh, gâteau McCain, boum, gâteau McCain, oh, un sac de... Comme, c'était fou, là, je te dis, manger du gâteau McCain, c'était on a weekly basis, puis pour moi, c'était comme, c'est pas grave, fallait que je sois gros, fallait que je sois lourd, puis c'était ça qui Yeah. était important. Pour toi, dans ta tête, c'était comme... T'étais conscient là, que c'était pas les meilleurs aliments pour toi, mais il fallait que tu trouves un moyen de manger plus, parce qu'il fallait que tu trouves un moyen d'être plus lourd sur la balance, puis tu te souciais pas de ta body comp pantoute, Ben, puis j'en étais tu avais pas une conscient. fixation juste sur ton poids. J'en étais pas conscient du body count. Pour moi, c'était le poids. Tu sais, c'était Mhm. tout, là. J'étais pas conscient de, hey, si je suis plus lean, comme pour moi, plus lean, honnêtement, ça faisait même pas partie de mes réflexions, là. Fait que c'était juste d'être plus gros, puis après ça, je me dis, bon, mais, tu sais, je mange, puis je suis pas gras, là. J'étais pas, je veux dire, tu sais, je bougeais sur le terrain, j'étais bien quand même, mais, man, tu sais, la qualité de ma nutrition était vraiment pas une pointe. C'est sûr que ça a eu des impacts négatifs sur mes performances, sur un paquet de trucs. Puis ça, ça s'est répété, là. À travers mon secondaire, on l'a vu. Tu sais, c'est pas normal, là. Ben, je dis c'est pas normal. C'était pas normal pour moi en secondaire 4 et 5 de peser 217 livres. Je veux dire, Mhm. c'était lourd pour rien. Puis probablement que puis j'ai réussi à performer parce qu'à ce niveau-là, ben, j'avais des qualités athlétiques ou une éthique de travail, Mhm. une compréhension du jeu qui me permettait, mais j'aurais tellement pu mieux faire les choses dès ce niveau-là, mieux performer à Team Québec, mieux performer à Team Canada, arriver vraiment plus lourd. Tu sais. Je sais pas je sais même pas si tu le savais, j'avais fait une émission de télé, le 12e homme, l'année qui a suivi Team Québec, en fait. Parce qu'à Team Québec, Mhm. je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me Francis dit quelque Chabot, chose. avec qui tu as joué, Garneau Ouais, l'avait fait aussi. ouais, Puis ouais. c'est l'année Ça où me vous dit aviez gagné le bol vaguement d'or. quelque chose. Ouais. L'année où vous avez gagné le bol d'or, en fait, en 2011, je me souviens, là, il y a le vidéo de Bush qui, tu sais, vous gagnez le bol d'or, puis sur le terrain, Simon est venu lui annoncer qu'il allait au Texas participer au US Army American Bowl, puis on vous voit célébrer sur le bol d'or. En tout cas, peu importe. Nice. Fait que Bush j'ai étant fait, le surnom de Frank. ouais, Francis Chabot, Bush. Pour mettre en contexte ceux qui savent pas, là. Ouais. Fait que, en tout cas, je fais cette émission de télé-là, puis encore une fois, là, je me suis dit, hey, je m'en vais me comparer aux Américains, je m'en vais au US Army Mhm. American Bowl, comme, faut que je sois gros, comme, c'est ma chance de me faire voir par les scouts NCAA, c'est un gros combine, ainsi de suite. Pour de vrai, faut que je trouve les photos, puis faut que je les partage, faut qu'on les monte avec le podcast, faut que je les mette quelque part. On va faire Ça n'a ça, pas man. de On sens. veut voir ça. J'ai la face comme ça, j'ai le cou comme ça, puis j'étais slow, je regarde, honnêtement, là, tu vas voir l'épisode du 12e homme est encore disponible sur YouTube, tu vas le voir, honnêtement, me voir bouger, là, c'est presque gênant, honnêtement. Puis dans ma tête, j'avais performé, j'avais bien fait des one-on-one, puis tout. C'est comme, looking back, je me mets dans les yeux d'un coach, puis je suis comme, ce gars-là, il a pas sa place. Là. Il bouge pas, man. Je bougeais pas, On là. va le bouger DT s'il continue. Honnêtement, oui, tu sais, en tout cas, l'erreur s'est répétée là, ça s'est répété au cégep jusqu'à ce que je me blesse, que je déchire mon ACL, puis que là, je cherche la solution. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant d'un point de vue training, d'un point de vue nutrition, tout ça, puis c'est là réellement que ça a changé. Puis la réalité, c'est qu'entre 2013 et 2022, 2023, j'ai été relativement sharp là-dessus, là. À presque tout le temps, là, mis à part une fois, mon body comp est resté bon, puis comme je voulais prendre la masse, j'en prenais un petit peu, je voulais perdre du poids, j'en perdais un petit peu, puis c'était bien fait. Mais jusqu'à cette année, j'ai refait la même erreur. Je me suis entouré d'un coach, puis j'ai pris beaucoup trop de poids. Tu sais, j'ai voulu bulk, accélérer le rythme auquel je voulais prendre de la masse parce que ça bougeait pas assez vite à mon goût. Puis next thing you know, j'étais 253 livres, puis comme je regarde mes progress pics, puis j'étais pas cute, là. Ah, non. Juste avant de parler de ton plus récent bulk, okay, parce que tu sors tout fraîchement d'une période de dirty bulk, là, d'une certaine façon. Tu as vécu les deux côtés. Ouais, Dans le sens, un dirty bulk, puis tu as vécu des off-season où est-ce que tu faisais plus attention, à ton body comp et ta nutrition. ouais. Quelle différence tu as ressenti entre les deux méthodes? Sur le Ben, field, en ouais. dehors du field?
À part ma première année au cégep, il n'y a pas une année où j'ai joué au football avec un mauvais body comp. Tu sais, depuis 2013, tu sais, de 2013 à 2018, c'est quelque chose qui a toujours été prioritaire puis que je Mhm. voyais l'intérêt de miser sur ma santé puis tout ça. Puis la façon dont je l'ai fait, comment ça a évolué, les différentes diètes, les différentes méthodes que j'utilisais, ça l'a changé à certains moments à travers les années. Mais j'ai pas eu la chance de comme avoir un off-season après un dirty bulk, à part avant de commencer à m'y mettre. Fait que définitivement, sur ma façon de OK. bouger sur le terrain, puis tout ça, j'ai vu la différence, mais le niveau de jeu aussi était plus bas, ce qui m'a permis de me C'est débrouiller dur quand à, même. c'est dur à comparer. On peut faire des C'est pratique. suppositions, Ouais. tu te sentais différemment, mais c'est dur de dire hey, concrètement, j'étais plus lent ou plus vite. etc. Exact. C'est pratiquement impossible pour moi de dire parce qu'ensuite, je l'ai pas refait. Tu sais, dans mon parcours universitaire, j'ai pas refait de dirty bulk. Je Par veux dire, chance. j'étais Ouais. assez gros pendant tout mon parcours. Je suis rentré à Laval, j'étais 2,34. Puis après ça, c'est comme, tu sais, je le savais, il fallait que je sois autour de 2,30 pour être à où est-ce que je me sentais le mieux pour jouer. Fait que là, des fois, ça descendait Ouais. un peu, 2,25, 2,27, 2,30, 2,32. Au test physique, je voulais être lourd, ça balance. Fait que je mangeais comme un fou la veille puis le matin des tests pour être pesant puis être 2,34 ou 2,35, ça balance pour avoir ça sur le stat sheet. Mais tu sais, mon poids était vraiment stable pendant mes Juste pour 4 l'avoir universitaires. sur papier. Ça- Ben oui, je voulais être 6, tu sais, je pense en Exact. plus, je pense qu'il me mesurait à 6,4, fait que j'étais comme 6,4, 2,35, je me disais, check un goal, tu sais. Finalement, on s'en fout du Oh, stat 6-4, sheet, mais 2-35, man, c'est intimidant. Les joueurs vont voir ça sur le stat sheet puis ils vont avoir peur de moi. c'est vraiment ça. Euh, Alright. Anyways. En ce moment, combien tu pèses? Là, je suis de retour à 2,28. Fait que en revenant de voyage, j'ai perdu 10 livres dans 3 semaines en voyage. Ça a vraiment comme droppé d'une shot. Je suis descendu de 2,35. Je bougeais en 2,35, 2,37 avant de partir. J'expérimentais avec la diète Animal Base avant de partir. Yep. Je suis parti, je suis revenu à 2,25, mais j'ai été malade juste avant de revenir. Fait que je pense que j'ai perdu un peu de poids de plus. Puis là, je suis de retour à 2,28. Qui honnêtement, je pense que c'est relativement un bon poids pour moi, quoique Mhm. j'aimerais être un petit peu plus lourd éventuellement. Euh, Faudrait penser à un épisode là, peut-être plus short, là, mais pour aider les jeunes en ce moment à trouver leur poids idéal. Là. On ouais. en a parlé durant mes mistakes, on en parle là durant tes mistakes à toi. Je pense que chaque athlète a un poids et une composition corporelle idéale pour l'aider à performer selon sa position, son Mhm. âge, sa génétique. Puis c'est une question qui est complexe, mais je pense qu'on peut donner une couple de pistes de réflexion pour que les jeunes athlètes y répondent par eux-mêmes. 100%. On met ça sur le to-do list, 100%. Yeah. À la fin de ton Dirty Bulk que tu as De fait il y cette a quelques année. mois Ouais. de cette année, combien tu pesais? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai engagé un coach, puis ça faisait 3 ans que j'engageais des coachs différents, essayer des méthodes différentes de nutrition et d'entraînement Mhm. pour en apprendre plus d'un point de vue personnel puis d'un point de vue professionnel, pour essayer des approches différentes. Avec le coach avec qui j'étais là, le poids bougeait pas comme je voulais, puis il y a un certain moment où est-ce qu'il a vraiment augmenté la quantité de bouffe ou que je voulais, enfin, pas que je voulais, mais que je mangeais en intégrant des aliments qui étaient faciles à rentrer parce que je mangeais quelque chose comme mes high days, je mangeais comme 5000 calories par jour. Euh, Puis, en fait, je suis passé là, en travaillant avec ce coach-là de 2,30 ou 2,28 ou 2,30 au début de l'année avec le coach. Puis finalement, cet hiver, au plus haut point, là, avant que je me dise, OK, ben là, ben, c'est assez, là. Je veux dire, Yeah. j'étais pas bien, là. Tu sais, quand j'étais assis, je veux dire, je sentais la ceinture, je sentais mon chandail frotter, j'étais pas bien. Tu sais, honnêtement, j'étais pas bien dans mon corps à 253 livres. Tu sais, il y a une fois, je me souviens en Floride, je me suis pesé au gym, là, fait que c'était comme plus tard Mhm. dans la journée, mais juste parce que c'était la balance que j'avais avec ça quand j'étais en Floride. J'ai vu 2,60 une fois sa balance, là. Je veux dire, j'étais habillé, puis comme c'était plus tard dans la journée, mais 260, c'est vraiment pas raisonnable pour moi, là. Avais-tu déjà vu 2,60 sur la balance quand tu joues au foot ou Jamais, jamais, c'était jamais, 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 new jamais. ceiling pour toi? Ouais, vraiment, je m'étais jamais approché de ça. Puis la réalité, c'est que pendant que je le faisais, j'étais convaincu, tu sais, je savais que je prenais du fluff, tu sais, puis souvent, il y a plein de coachs qui disaient c'est normal de prendre du fluff quand tu bulk. Je pensais Mhm. sincèrement que si je redescendais à 2,40, je serais lean, lean, lean à 2,40. J'y croyais pour de vrai. Puis Tu voulais faire finalement, le fameux dirty bulk and cut phase pour avoir atteindre ouais, un mais meilleur poids avec une meilleure composition corporelle. c'était pas nécessairement un dirty bulk. Tu sais, je veux dire, je trackais tout ce que je mangeais, tout était en point, j'étais Ok. sharp là-dessus. Le gros de ce que je mangeais, c'était de la viande, des légumes, du riz. Tu sais, c'est vraiment là où ça se passait.
Puis on intégrait des journées où je mangeais plus autre chose. Tu sais, là, on intégrait du jus, du sirop d'érable, du miel, des muffins anglais, des affaires, tu sais, des toasts de Plus sourdough bread. Fait dense, que là, qui est facile à digérer, ouais, facile à manger, parce que c'est exact. pas Fait que c'était pas un lourd à digérer. dirty bulk, mais j'ai définitivement comme pris du fat. Mais je me disais comme, je voulais pour la première fois de ma vie dire, je vais faire confiance au process de ça, de prendre OK. du poids, OK. d'accepter de prendre du fluff, de tout ça, parce que les fitness models nous disent que c'est la façon de le faire à un certain point, quand tu as atteint un certain point par rapport à ton ceiling génétique. Tu sais, je me suis dit, bon, mais tu sais, peut-être que là, je suis rendu au point où est-ce que je dois prendre un certain fluff pour Yep. gagner plus de masse musculaire. Puis en reperdant du poids, je me suis rendu compte à 2,40, j'étais loin d'être lean comme je l'étais à 2,31 ou peu importe avant de commencer avec le coach. Là, c'est comme je continue de descendre, puis je me remets un an plus tard, puis je suis pas ben plus musclé que j'étais, honnêtement. Là. Je suis Oh, ça n'a pas pas fonctionné. vraiment pas. C'est plate, là, honnêtement. C'est comme j'ai pas gaspillé, je veux dire, je veux pas dire que j'ai gaspillé un an. Mon dos va mieux. J'ai vraiment pris en Mm. force. J'ai battu des PR sur plein de lifts que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. J'ai appris sur la nutrition, j'ai appris un paquet de trucs. Mais d'un point de vue gain de composition corporelle cette année, après avoir fait tout ça, je suis pas vraiment dans un meilleur space que j'étais il y a un an. C'est fou. C'est fou. C'est malade. Puis, Ça a ça a coûté appris cher de énormément bouffe. là, durant cette année-là. Là. Et Ouh. tu as fait confiance au process, tu as fait confiance à ton coach. Ouais. Maintenant, on peut utiliser ça dans notre coaching. Tu peux utiliser ça avec les athlètes que toi, tu coaches qui veulent prendre de la masse musculaire. Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire à la place? Qu'est-ce que toi, tu ferais à la place si tu voudrais prendre du poids, mais clean? Ouais. La première chose que je ferais, c'est de m'assurer d'avoir une bonne composition corporelle initiale. On est tannant avec ça, là, mais je pense que d'avoir une bonne Mm. composition corporelle initiale est la clé. Ce que, honnêtement, j'ai quand même fait. Je pense que ma composition corporelle était adéquate pour prendre de la masse musculaire. Par contre, ma situation est différente de la situation d'un joueur de foot de 17-18 ans. Juste Yep. du fait que où est-ce que je suis en ce moment, je suis plus avancé dans mon stade d'entraînement, dans mon stade de nutrition, puis tout Ouais. ça. Fait que ce que j'aurais absolument dû faire, c'est d'être plus patient. Tu sais, comme, Mm. dans ma tête, je me suis dit, dans un an, il faut que je sois 2,40 sub 10% body fat. C'était peut-être pas réaliste du point de où est-ce que je partais, de où est-ce que j'étais, et ainsi de suite. Avec la vie que je vis aussi. Tu sais, l'autre chose, c'est que je ne vis pas que pour le fitness. Tu sais, je veux dire, vraiment Yep. pas, là. Ça fait partie de ma vie, ça me passionne, je triple là-dessus, mais il aurait fallu que je prenne un processus beaucoup plus lent. Puis la façon dont je le vois, là, si je veux me rendre là éventuellement, peut-être que ma façon de le faire devrait être de me dire, bon, mais regarde, à chaque année, là, je vise un gain de genre 2 à 3 livres. Parce que c'est là où Mm. moi, je suis rendu. Je vais gagner 2 à 3 livres bien tranquillement, gardant à peu près le même body comp. C'est quelque chose, si j'augmente d'une demi-livre dans le mois, là, de façon constante, parce que mon poids peut fluctuer de 2-3 livres en une semaine, mais si j'ai un trend qui Mhm. augmente très doucement, c'est la façon, je pense, que je devrais le faire puis que je vais le faire moving forward. Pour moi, c'est rendu facile de dire, bon, mais je mange ça, je maintiens. Tu sais, il y a un Yep. certain point où est-ce que tu as tracké tellement souvent que à l'œil, puis tu le sais où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce qui fait que tu Mhm. maintiens, je veux perdre du poids, je fais ça, je veux prendre du poids, je fais ça, je suis rendu là. Fait que là, ce que je vais essayer de faire, c'est, tu sais, là, j'ai mon poids, où est-ce que je veux me maintenir pour l'été. Donc, cet été, je vais pas essayer de prendre du poids, je vais pas essayer d'en perdre. Je me suis mis, je lift un peu moins, je cours un peu plus, je fais du vélo, je veux faire comme un paquet d'activités. Fait que mon but va être de maintenir mon poids pour maintenir la masse musculaire que j'ai malgré le fait que je veux faire beaucoup plus de sport d'endurance. Okay. Fait que Mhm. je vais essayer de maintenir. Puis après, à travers l'automne, quand on va se mettre à faire plus froid, je vais ranger le vélo puis tout ça, ben là, je vais rester de builder tranquillement. Puis ce que je vais faire réellement, là, c'est d'augmenter juste un petit peu ce que je mange, tranquillement, probablement augmenter un peu les carbs soit en soirée ou probablement juste autour de mon entraînement tranquillement pour que mon poids trend up tranquillement. Tu sais, c'est là où je me dirige fort probablement. Good. Et concrètement, avec les gars qu'on coach, c'est un peu ça. Là. Quand on a un gars qui a une plus grande maturité physique, une plus grande expérience d'entraînement, et qu'on vise un lean mass gain, les On objectifs va vont être moins beaucoup vite. plus modestes Ben oui, et établis à beaucoup plus long terme. exact. On veut que ce gain-là soit qui se maintienne dans le temps, Ouais. et deux, on veut absolument pas que ces athlètes-là prennent de fat mass, de masse grasse. Ça sert à rien. Puis c'est un peu pour ça qu'on le voit, tu sais, quand on partage des fois les résultats des gars qu'on travaille avec qui en one-on-one ou les gars du Blitz. Les gars du Blitz puis du kick-off, là, le premier 1, 2, 3, 4 semaines, c'est Yep. quasiment ridicule le poids qu'ils vont prendre ou perdre. Tu sais.
mais ils sont vraiment pas au même point que quelqu'un qui fait ça depuis 1 an ou 2, puis qui est déjà sérieux, puis qui fait un paquet de choses. Fait que ça, c'est à prendre en considération. De où tu pars, c'est la chose la plus importante à prendre en considération pour setter tes objectifs par rapport à ta composition corporelle et ton poids. Faut que tu sois réaliste. Faut que tu sois réaliste, parce que sinon, ça va te forcer à mal faire les choses, comme je les ai faites cet hiver. Plus tu progresses, plus ça va être tough aussi, plus les progrès vont être durs à avoir, là. Ouais, vraiment. Ça me fait penser, là, on parlait de certaines situations dans lesquelles c'est plus facile pour un athlète d'avoir une recomposition corporelle. Donc, d'avoir... pourquoi, par exemple, toi, Marc, ça serait plus tough d'avoir un body recomp versus un gars qui est peut-être un peu plus fat et qui a moins de masse musculaire. Et la réalité, c'est que lorsque plus ta masse grasse est basse, plus que ta masse musculaire est haute, meilleure ta composition corporelle est, plus tough tes progrès vont être. T'sais, la curve devient vraiment de plus en plus difficile. Plus tu montes les étages, plus tu montes les étapes. Devenir plus lean, c'est plus tough. Gagner de la masse, c'est plus tough. Fait que, tu sais, ça, c'en est un facteur. Ton âge d'entraînement, tu sais. Est-ce que ça fait 1 an que tu t'entraînes? Ça fait-tu 3 ans, mais à toutes les saisons, t'as comme un break de 3-4 mois, fait que t'es encore vraiment débutant? Ou ça fait 10 ans que tu t'entraînes de façon constante? Ça, c'est un méga facteur. Ton âge, c'est un méga facteur. Ton sexe, c'est aussi un facteur. Ta génétique est aussi un facteur. La nutrition que tu avais est aussi un facteur. C'est une des choses qu'on voit le plus vite, nous autres, là, quand on évalue un athlète, c'est ta nutrition en ce moment a l'air de quoi? Avant même de savoir de quoi toi t'as l'air et c'est quoi tes objectifs, tu nous montres ta nutrition puis on est capable de te dire toi, tu vas progresser vite. Parce que là, t'es complètement underfed, undernourished. Fait que tu vas probablement gagner de la masse musculaire puis de lean down comme quickly. Parce qu'en ce moment, tu pars d'une place où est-ce que ça va être facile puis ton corps va juste se transformer rapidement. Puis il y en a d'autres que c'est pas là, ça. Il y en a d'autres que c'est comme on est déjà dans le tweaking. T'sais, on est déjà où est-ce qu'on sait que ça va aller moins vite, puis c'est de faire les petits ajustements qui vont te permettre de te rendre où tu veux aller. Deuxième mistake? Yes. Deuxième mistake, c'est une erreur que j'ai fait en 2016 après avoir déchiré mon ACL pour la deuxième fois, c'est d'avoir été vegan complètement du jour au lendemain. Okay. Puis en ce moment, l'objectif n'est pas de dire que c'est impossible d'être vegan puis de performer dans un sport, parce qu'il y en a plein qui le font. On a tous vu les game changers, puis il y a des athlètes qui le font. Mais je pense sincèrement que dans mon cas, moi, c'est une erreur que je n'aurais pas dû faire, ou que c'est bien que j'ai fait parce que j'ai appris un paquet de choses à travers ça. J'ai été vegan pendant 3 ans et demi. Là. Je veux dire, j'en ai retiré du positif absolument. Mais je doute à ce jour, sachant ce que je sais aujourd'hui, que c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire pour mon développement athlétique, pour ma santé ou quoi que ce soit. Pas que c'est impossible, mais que je pense pas que ce soit la meilleure façon de le faire, parce que pour moi, quand j'ai commencé à le faire, c'était purement pour des raisons de santé puis de recovery. Dans ma tête, de ce que je comprenais à ce moment-là, selon les informations que j'étais allé chercher, c'était que la viande était inflammatoire, puis que là, je voulais rehab d'une blessure, je voulais diminuer l'inflammation, tout ça. Finalement, la viande, c'est pas inflammatoire. Comme absolument pas. Puis ce qui a fait que j'ai changé mon idée plus tard, 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, c'est quand j'ai pris surtout conscience de l'agriculture régénératrice. Où est-ce que des bœufs qui sont élevés en pâturage, qui sont nourris à l'herbe, ça n'a pas non plus le même effet sur ton corps que du bœuf conventionnel nourri au grain, et ainsi de suite. Mais, on ouvre la parenthèse. Ouais. Et après, on revient sur ta mystique. Parce que là, on parle d'un paquet d'affaires. Je pense qu'il faut ouvrir cette parenthèse-là. D'où vient l'idée ou l'hypothèse que la viande est inflammatoire? Est-ce que toutes les viandes sont égales? Est-ce qu'il y en a qui vont l'être inflammatoire puisqu'il y en a qui ne le seront pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut manger plus de viande, moins de viande? Ouais. C'est des grosses questions. Sans aucun doute, on en reparlera en détail. Mais rapidement, pour nous mettre en contexte. Le contexte que, à mon avis, purement à moi, le contexte, puis ce qui fait que le monde pense que la viande est inflammatoire, que la viande cause des problèmes cardiaques, que la viande va causer de la haute pression, que la viande va causer le cancer, ou ainsi de suite, c'est un paquet d'études qui ont été faites, je veux pas dire, ou qui ont été mal faites ou mal interprétées, on vient comparer un paquet de monde, c'est des questionnaires qui sont faits à travers le temps sur comment tu as mangé à travers les dernières années, puis ils comparent à ta santé actuelle.
Puis là, ben souvent, le monde qui mange plus de viande, c'est le monde qui ont plus de problèmes de santé. Long story short, c'est un peu ça. Par contre, à mon avis, il y a vraiment ce qu'on appelle le healthy user bias, right? Le healthy user Exact. bias, c'est souvent du monde qui sont plus conscients de leur santé, mais c'est du monde qui vont être portés à manger moins de processed food. Est-ce que c'est du monde qui sont portés à manger moins de viande, puis d'aliments transformés, puis de fast food, puis de burgers, puis de hot dog, puis de paquets d'affaires qui sont hyper transformés? Probablement. Est-ce que c'est du monde qui sont aussi portés à moins fumer? Tu sais, quelqu'un qui se dit, moi, je vais faire attention à ma santé, je vais manger plus de plantes, plus de fruits, plus de légumes. C'est probablement aussi quelqu'un qui fume moins ou qui fume pas. C'est probablement quelqu'un qui boit moins. C'est probablement quelqu'un qui a un meilleur lifestyle, qui bouge plus, qui dort plus. Fait que tout ça rentre en compte. Par contre, dans ces corrélations-là qui ont été trouvées, ça, c'est difficile à prendre compte. Mhm. Puis réellement, quand tu regardes, il y a un excellent livre que j'ai lu sur le sujet, ça s'appelle The Big Fat Surprise. Honnêtement, c'est lourd comme livre, là. C'est pas un livre que je recommande à tous parce que c'est lourd. Puis c'est comme... En fait, j'ai commencé à le lire une fois, à un moment donné, j'ai give up, puis j'ai recommencé, puis la deuxième fois, j'ai vraiment comme dig in. Mais il y a, tu peux voir un paquet de corrélations, mais une corrélation n'est pas une causation. Puis de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement de causation entre la viande, puis le diabète, la pression, les maladies cardiaques et ainsi de suite, surtout quand ça vient faire partie d'une diète qui est minimalement transformée. Je pense que l'autre point important est là. C'est, toutes les viandes ne sont pas créées égales, right? Un steak, c'est pas une saucisse à hot dog. Un steak, c'est pas une slice de bacon. Une poitrine de poulet. Puis là, le poulet est comme pas mis dans la même catégorie souvent que la viande. On voit le poulet comme étant plus santé, qui, à mon avis, c'est débattable. Okay? Je pense que les deux sont à un niveau très similaire d'un point de vue santé, de façon vraiment honnête, mais on peut, tu sais, si tu manges bien, puis tu manges majoritairement des whole foods, des aliments minimalement transformés, mais c'est ça, puis le principe est le même pour la viande. Une viande froide ne peut pas être dans la même conversation qu'une poitrine de poulet, qu'un steak, Non, que de la viande hachée. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui sont non, complètement différentes, puis ça, c'est problématique. souvent dans les grosses études qui sont faites sur l'alimentation, sur la viande, on le voit, tous ces types de viande-là sont regroupés en une catégorie souvent. Et Mhm. ça amène genre de biais d'association, là. Comme tu dis, Ben oui. c'est pas le même type d'aliment pantoute, là. C'est comme La... si on disait que du riz brun puis un gâteau au riz, là, ce serait la même chose. Comme un Ouais. pudding comme package avec paquet de sucre, un tapioca, là. C'est la même Ouais. chose que au riz brun que tu fais toi-même fraîchement chez vous, là. Exactement. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est comme comparer, exemple, moi qui, dans une journée normale, on va dire, je vais manger du bœuf, des fois du bison, du poulet, du poisson, peu importe, dans la même journée. Tu sais, il y a des journées, je mange 2 fois de la viande rouge, puis ça m'inquiète pas, tu sais. Mais c'est mettre ça dans la même catégorie que la personne va manger un œuf avec du bacon puis des saucisses déjeuner au déjeuner, va manger un Mhm. sandwich avec des viandes froides. Les viandes froides, honnêtement, c'est un no-go, là, les viandes froides qu'on achète à l'épicerie, là. À mon avis. Encore une fois, c'est un no-go d'un point de vue santé, puis ça, c'est prouvé. Puis au souper, ben, ça va être des hot dogs ou peu importe. T'sais. Fait que les deux, on a mangé de la viande 3 fois dans la journée. Mais la qualité de la viande, que la façon dont la viande a été transformée, apprêtée, puis tout ça, c'est deux mondes complètement différents. Puis c'est là le problème, c'est tout mettre ça dans la même catégorie. On peut absolument pas comparer ça. Mais Marc, le gras saturé dans la viande Yes. rouge, dans ton steak, Ouais. c'est pas bon pour toi, right? C'est pas mauvais pour moi. C'est vraiment pas mauvais pour moi. Puis ça en est un des gros, tu sais, les deux gros mythes qu'on entend beaucoup, là, c'est le gras saturé puis le cholestérol. Right? C'est les deux places où ça se passe, qu'on parle de viande, qu'on parle d'œufs, puis tout ça. Puis c'est pour ça que les deux sont démonisés. OK? Je pense sincèrement pas que le gras saturé est mauvais pour toi quand ça fait partie d'une diète qui est balancée, qui est équilibrée. Puis on le voit, il y en a plusieurs là, qui vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras saturé, puis la santé est bonne. Parce que l'autre chose, c'est que le HbA1c, là, leur marqueur de taux de sucre dans le sang, leur sensibilité à l'insuline et ainsi de suite, est bonne. Fait que quelqu'un qui est, tu sais, qui va vraiment qui va intégrer, qui va avoir beaucoup de gras saturé, mais beaucoup d'aliments processed, puis qui va avoir un blood sugar qui est élevé, qui est instable, et ainsi de suite, là, je pense que ça peut être problématique. Sincèrement, je pense que là, ça peut être problématique. Mais le gras saturé en tant que tel n'est pas un problème.
Ce que nous, on va recommander souvent aussi, ça va être une balance des 3 types de gras. Puis je pense que c'est important, je parle. Puis je dis les 3, on pourrait le séparer en plusieurs classifications, mais d'avoir des gras saturés, d'avoir des gras mono-insaturés, puis des gras polyinsaturés dans ta diète, je pense que ça peut faire partie d'une diète qui est excellente pour la santé. Je pense que de plus en plus, on le voit. J'espère qu'on s'y dirige, ok? J'espère que c'est là où on s'en va, de prouver que les gras saturés n'auront pas d'effet néfaste sur la santé dans une diète qui est mostly whole food ou peu importe. C'est comme essayer de target un micro-élément, là, un grain de Ouais, sable, alors que t'es sur une plage, là, puis tu pourrais commencer à cleaner ta plage en prenant les gros cailloux qui sont les gros problèmes. De ouais, dire que ton sel, ton gras saturé, ta viande, c'est ça le problème dans ton lifestyle, ton alimentation, alors que tu as quelqu'un qui fume, qui fait pas d'activité physique, qui dort mal. C'est comme essayer de vider l'océan avec un verre d'eau, là. absolument, absolument. On Fait que c'est ferme un la peu là le parenthèse. problème. Ouais, Parce alright, qu'on let's go. pourrait en parler longtemps. On ferme la parenthèse. On Ouais, vient sur ton mistake. So, basically, tu as décidé de te mettre à une diète vegan parce ouais, qu'à ce moment-là, tu pensais que c'était la meilleure pour t'aider à récupérer suite à ton opération de ton ACL. exactement. Puis à ce moment-là, ça a commencé pour ça. Puis à travers le temps, ça c'est réellement les raisons pourquoi je le faisais. Parce que quand tu rentres, quand tu commences quelque chose comme ça, ce que tu veux, c'est comprendre plus, trouver des raisons supplémentaires pourquoi c'est bon, pourquoi ça marche. Tu veux de l'approbation, tu veux être capable d'avoir des réponses au monde qui te pose des questions, au monde qui te challenge. Fait que là, je plongeais vraiment là-dedans. Puis de plus en plus, en écoutant tout ce monde-là. Puis une des personnes que je suivais beaucoup à ce moment-là, c'était John Venus puis son frère, j'oublie son prénom, mais c'est 2 gars que je suivais beaucoup qui étaient vegan. Puis John Venus n'est plus vegan non plus, puis il reçoit des death threats, puis il se fait menacer de mort, là, John Vegan, depuis qu'il est plus vegan puis qu'il a recommencé à manger de la viande par des vegans. Je trouve ça un peu ironique que des gens qui refusent de tuer des animaux pour les manger menacent de mort des humains qui décident de... Je trouve ça un peu ironique, mais ça, c'est un autre tangente, là. Euh, en tout cas, fait que, à ce moment-là, c'était ça. Puis mes convictions d'être vegan se sont aussi transférées d'un point de vue écologique, d'un point de vue éthique, d'un point de vue Mhm. moral et tout ça. J'étais full-on vegan. Là. Vraiment, comme j'aurais pas acheté de cuir, j'aurais pas utilisé quelque chose Mhm. qui aurait été en contact. Comme c'était. Je suis extrême, là. Je suis blanc ou noir dans la vie, mais ça, c'en était vraiment un exemple. Là. En quoi c'était une erreur à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place? Ben, la viande n'est pas problématique, puis même que tu sais, il y a certains acides aminés puis certaines choses dans la viande qui peuvent être très utiles. Fait que d'un point de vue d'acides aminés puis de qualité de protéines puis d'absorption de protéines, je pense sincèrement que les produits animaliers sont supérieurs, ne voulant pas dire que tous les produits végétaux sont mauvais. Tu sais, par exemple, le soya est une source de protéines complète, mais souvent les taux de digestibilité, fait qu'il y a plusieurs scores sur lesquels on peut comparer les protéines, puis les protéines les plus supérieures sont genre les protéines provenant du lait, comme la whey, les œufs, le yogourt, puis les protéines animales comme le bœuf, le poulet, ces affaires-là font partie des protéines qui sont similaires. Puis ça, je pense que c'est intéressant, puis c'est important d'un point de vue aussi de collagène. Tu sais, fait que je pense qu'il y a de l'acide aminé qui est de la glycine qu'on retrouve quand même beaucoup dans la viande, surtout si tu vas chercher des cotes qui sont plus là, collagéneuses, peuvent être vraiment intéressants dans un processus de réhabilitation tendons, de ligaments, de suppléments de collagène aussi que j'aurais pas pris parce qu'un supplément de collagène, c'est pas vegan. Euh, Ça, c'est autre chose. Puis après ça, l'autre défi pour moi, puis c'était d'avoir tous les micronutriments que j'avais besoin. C'est possible, ça se fait absolument avec la nutrition, ça se fait aussi avec les suppléments, mais je pense vraiment que c'est un challenge supplémentaire. Là. C'est un beau casse-tête Mhm. qui est possible à faire, mais c'est vraiment un beau casse-tête. Puis j'avais fait mes recherches, puis je pensais tout couvrir. Tu sais, ma vitamine B12 était couverte, mes oméga 3 c'était couvert. Tu sais, comme tous ces trucs-là, je pensais qu'ils étaient couverts. Les trucs que j'avais pas pensé, que je savais pas à ce moment-là, c'était par exemple la choline, l'impact de la choline sur le cerveau, puis de la carnitine, puis tout ça. La créatine, j'apprenais en supplément. Fait que ça, c'était pas problématique, même si j'en retrouvais pas dans ma diète. Mais c'est un paquet de petits trucs comme ça que je pense qui auraient pu être bénéfiques. Puis ensuite, c'est juste que pour atteindre les quantités de protéines puis les demandes énergétiques que j'avais,
fallait vraiment, vraiment, vraiment que je mange beaucoup de volume à ce moment-là. Mhm. Puis ça me forçait aussi à manger une quantité énorme de fibres, comme énorme de fibres. Puis Yep. d'un point de vue digestif, je pense sincèrement que je me suis abîmé, si on veut, à ce moment-là, en mangeant autant de fibres. Tu sais, je veux dire, Mhm. des gaz, j'en avais, je veux dire, j'allais aux toilettes comme 4, 5, 6 fois par jour. Puis le volume que je mangeais me causait ça. Puis mes sources de protéines étaient majoritairement des sources de carbs à la base. Tu sais, si je pense à des pois chiches, Mhm. je pense à des lentilles, je pense à des haricots noirs. Tu sais, je veux dire, à part le tofu, le tempeh et la protéine en poudre, les autres, c'est des sources majoritairement de carbs qui étaient aussi mes sources de protéines. Puis souvent, mes sources de fat, c'était aussi mes sources de protéines. Tu sais. Donc, Les c'était un noix, énorme les seeds, et stress ainsi de pour ton suite. système digestif, là. Ouais, vraiment. Puis c'est là où que, à ce moment-là, ben, dans ma tête, c'était normal. Puis c'est comme, ah, je mange beaucoup de fibres, fait que c'est normal que j'aille aux toilettes après chacun des repas. Puis je pensais que c'était normal. Puis, mais réellement, quand tu te mets à manger ces quantités-là de protéines, puis de volume, puis de fibres, c'est peut-être pas optimal. C'est surtout dans un contexte athlétique. Plus de fibres n'est pas toujours la solution, puis ça fait partie des autres erreurs que j'ai faites, là, de vouloir manger plus de fibres. Tu sais, j'aurais peut-être été mieux de manger un riz brun, puis manger des trucs qui sont vraiment un riz blanc au lieu d'un riz brun, puis des choses qui sont moins fibreuses, ça aurait pu être bénéfique. Mais l'autre chose, c'est que je voyais le riz brun comme, hey, si je mange cette quantité de riz brun, je vais aller chercher un 5 grammes de protéines de plus pour mon repas. Tu sais, fallait que je Mhm. prenne tout ça en considération en matchant mes protéines, exemple des haricots noirs avec le riz brun dans mon repas, avec ma levure pour aller chercher des quantités de protéines qui faisaient du sens. Yeah. Éventuellement, tu as décidé de retourner vers une diète plus omnivore, plus équilibrée en termes de choix d'aliments, dans le sens que tu allais chercher, tu avais moins de restrictions. Qu'est-ce qui t'a fait faire le switch? Tu as pris des Ouais. prises de sang à un moment donné parce que tu sentais que tu filais un peu comme de la merde. Qu'est-ce que ces prises de sang-là de sang-là t'ont appris? Ouais. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 ans étant vegan, comme souvent, moi, ce que je suis porté à faire, c'est quand je crois fortement en quelque chose, je dive deep, puis je veux vraiment comprendre puis pourquoi je crois en quelque chose. Puis éventuellement, je vais chercher l'opinion contraire. Je vais chercher à me challenger en essayant de comprendre la philosophie inverse, ainsi de suite. Puis à ce moment-là, après 3 ans comme étant vegan, je me suis mis à plonger dans le monde de plein de monde qui recommandait que la viande était bonne pour toi. Puis souvent, c'était pas personne de carnivore ou quoi que ce soit. C'était personne qui était contre les plantes, mais des trucs qui parlaient d'agriculture régénératrice et tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que d'un point de vue environnemental et tout ça, même éthique, ça faisait plus de sens à mon avis. Fait que là, je commençais à trouver ça intéressant, puis je commençais à voir que ça pouvait avoir sa place dans une diète qui était bonne pour la santé. Mais à ce moment-là, moi, j'étais vegan, puis j'en voyais pas le besoin. Tu sais, je me sentais bien, tout allait bien à mon avis, puis tout ça. Puis il y a un certain moment où est-ce que ma blonde et moi, on a décidé de passer des prises de sang. Au début, quand je suis allé vegan, je me suis dit, je vais passer des prises de sang aux 6 mois. Puis finalement, avec le système de santé qu'on a ici, ça a été vraiment compliqué de passer des prises de sang aussi souvent. Fait que je l'ai vraiment délaissé. Ce que j'aurais dû faire, mais je l'ai délaissé. Puis j'ai pas pris de prise de sang dans le fond après. J'ai pris un après 6 mois étant vegan. Tout était beau. Puis 3 ans plus tard, je n'avais pas repris. Puis là, on en a repris, puis en fait, il a fallu que je mente un peu à mon médecin, honnêtement, pour essayer d'avoir des prises de sang sur certains marqueurs que je pensais qu'il était important à tester pour avoir la prescription pour avoir les prises de sang. Puis ma blonde aussi, mais elle sentait réellement pas bien, d'un point de vue énergie, d'un point de vue tout ça, c'était vraiment moyen. Fait que là, on a passé des prises de sang. Elle en premier, en fait réellement, puis elle a reçu ses résultats, puis ses résultats, c'était vraiment pas super. Puis autant le médecin que l'autre professionnel de la santé qui a voyé, ils ont recommandé, ben, tu devrais peut-être commencer à réintégrer un petit peu de viande dans ton alimentation. Je pense que ce serait bien par rapport. Je me souviens pas de ses résultats par cœur, honnêtement, là, mais par rapport à ses niveaux de fer puis un paquet d'autres trucs. Le fer, ça se gère quand même bien en supplément si t'es vegan, là, je veux dire, ça se fait. Mais c'était les recommandations de son médecin, puis ça, puis surtout avec les troubles digestifs qu'elle avait aussi à ce moment-là. Quand j'ai vu ces résultats, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aussi pour avoir un clear mind. Fait qu'elle a recommencé à manger de la viande à ce moment-là, moi je recommençais pas à en manger, puis ça me dérangeait pas. C'est comme moi je veux pas en manger, je suis pas rendu là, ça me sert à rien. T'sais. Puis en passant mes prises de sang, je me souviens plus par cœur, il faudrait que je les retrouve, mais j'étais proche de faire de l'anémie. En fait, j'étais vraiment proche d'un type d'anémie, mais c'était pas dû au fer. Si je me trompe pas, c'était dû à
je me souviens plus, c'était dessus par rapport à une de mes B-vitamins, quelque chose comme ça. Mais j'étais proche, en tout cas, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais j'étais très, très proche de faire de l'anémie. Mon cholestérol était trop bas. Puis à ce moment-là, c'était vraiment contre-intuitif pour moi de me dire comment mon cholestérol peut être trop bas. C'est une bonne chose. Quand tu es vegan, ce que tu veux, c'est ne pas avoir de cholestérol. Tu veux pas manger de cholestérol, tu veux éviter le cholestérol. Les œufs, c'est mauvais, ça cause du cholestérol. Next thing you know, ben, le cholestérol, c'est important pour ta santé, tu en as besoin. Puis la réalité, c'est Vraiment important pour tes systèmes, pour ton système hormonal, pour optimiser un paquet de systèmes physiologiques, mais tu as besoin de cholestérol, tu as besoin de gras. exact. Fait que le médecin, quand il a vu ça, ben, il m'a recommandé d'au moins recommencer à manger des œufs si c'est pas de la viande. C'est ce qu'il m'a demandé, le médecin, à ce moment-là. L'endocrinologue, en fait, qui m'a recommandé ça. Puis l'autre chose, c'est que mon SHBG était super élevé. Ce qui faisait que en tout cas, j'ai eu de la difficulté à avoir mes niveaux de test. Là. Genre, c'est pas facile au Québec d'avoir des numéros de test total, de test libre, de tout ça. Mais ayant les SHBG super élevés, fait que mes numbers de test libre étaient probablement beaucoup plus bas. Fait que c'est quelque chose d'autre que je me suis dit, tu sais, je veux dire, si je veux performer, si je veux me sentir à mon mieux, mes niveaux de testostérone total puis libre sont importants. Je veux dire, dans la santé d'un homme, là, c'est hyper important d'avoir des niveaux qui sont adéquats. Même dans la santé d'une femme, c'est juste que les numbers sont plus bas. Là. Yep. Mais fait que c'est un petit peu ça. Puis moi, ben extrême comme je suis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, j'en ai parlé à du monde, j'ai parlé à un professionnel de la santé j'avais dans mon entourage à ce moment-là, j'ai montré les résultats, il a fait certaines analyses, moi. Puis en tout cas, la recommandation du médecin puis de lui était recommencer à manger de la viande. Fait que le lendemain, j'ai déjeuné avec du steak puis c'était ça. Fait que ça s'est Ça résumé a de pris même. combien de temps avant que tu vois une différence dans comment tu te sentais? Si tu en as senti une, à partir du moment Ouais. que tu as réintégré la viande dans ton alimentation? Ça a jamais été comme, tu sais, autant du moment que quand je suis allé vegan que quand j'ai arrêté d'être vegan, j'ai pas eu un switch comme ça, là. Vraiment pas. Quand j'ai recommencé à manger de la viande, tu sais, je me sentais pas nécessairement mal non plus, là, quand j'ai décidé de recommencer à manger de la viande. Je me sentais pas malade ou quoi que ce soit, je me sentais correct. Où est-ce que j'ai eu vraiment une différence? C'est après une couple de semaines, voire mois après avoir commencé à manger de la viande, j'ai fait un elimination diet parce que mon système digestif était encore moyen. Là. Je veux dire, tu sais, Mhm. j'avais encore de la misère avec ça. Puis on s'est dit, bon, mais peut-être que donner de venir aider enfin, je veux pas dire un reset, là, c'est des termes qui sont vraiment comme pas appropriés, mais de venir aider mon système digestif à se rétablir, si on veut, en enlevant les aliments qui peuvent potentiellement être inflammatoires, problématiques pour moi, intégrer certains suppléments qui peuvent aider avec le gut lining puis tout ça. Là, j'ai fait un elimination diet, puis c'est là où tout a commencé à mieux aller. C'est là où, d'un point de vue digestif, ça s'est réglé. Puis je pense que la santé se base beaucoup sur la digestion. Fait que c'est à ce moment-là, là, quelques semaines plus tard, où ça s'est mieux aller. Puis la réalité, c'est que le premier aliment que j'ai réintégré, j'avais hâte d'en remanger, c'était les brocolis. Puis les brocolis m'ont vraiment pas fait à ce moment-là. Puis la réalité, c'est que j'en mangeais probablement ben trop quand j'étais vegan, vraiment. Puis c'est un légume que, honnêtement, je considère qu'il est super. Mais à ce moment-là, j'ai recommencé à en manger, je me suis remis à être ballonné, à avoir des gaz, et ainsi de suite. J'ai coupé les brocolis, je me suis mis à réintégrer autre chose. Puis cette période-là transitoire m'a permis d'améliorer, si on veut, ma santé digestive. Puis depuis, ça a super bien été. T'sais, ma diète a évolué, a changé à travers le temps, mais depuis ce temps-là, j'ai plus de troubles digestifs du tout. Good. Je comprends. Cool. Est-ce que c'est le moment de transitionner vers ta troisième biggest mistake? Ouais, on transitionne là-dessus. Je pense que ça va être un sujet qui est plus rapide, mais vraiment, vraiment, vraiment important. La troisième erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai terminé de jouer au foot, en fait, je me suis fait opérer pour le ACL pour une troisième fois. Puis à ce moment-là, ce que je voulais, c'est m'assurer de pas perdre le 16 dans ma jambe, puis de rehab le plus vite possible, puis de pas perdre de poids. Fait que là, après l'opération, la chance que j'avais, c'est qu'ils ont pris un tendon de cadavre. Mhm. Ce qui faisait que je pouvais recommencer à m'entraîner vraiment rapidement. Tu n'as pas besoin de rehab un ischio ou un tendon patellaire comme les deux premières fois. Fait qu'une semaine plus tard, je pouvais être dans le gym puis commencer à bouger, Mhm. faire des petits step-up, faire des lunges, des split squats, commencer à faire du leg curl, faire du leg press, ce genre de trucs que je pouvais faire tout de suite. Puis là, je me suis dit, je vais manger, 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 parce que j'étais conscient que rehab, une blessure, c'était une grosse demande énergétique, puis là, je voulais pas perdre ma jambe. Fait que là, je me suis mis à manger beaucoup, j'ai pris du poids. Dans ma tête, j'étais cool, non, je prends de la masse, non, non, non. Là, je m'approchais de 2,40, j'étais rendu à comme 2,37, je pense. Mhm. Jusqu'à ce qu'un de mes teammates, un ancien teammate, me passe le commentaire dans le t-shirt que j'étais que hey, t'as pris du poids. Puis ça m'est tellement resté dans la tête de me faire dire ça. Là. Tu sais, ça faisait des années que j'étais comme. Tu sais, je me connaissais, puis on me connaissait comme quelqu'un qui est relativement lean, qui est en shape, puis ce commentaire-là m'a
m'a vraiment fessé, là, comme vraiment. Puis là, je m'en suis comme rendu compte, puis c'était tough à vivre avec. Mhm. Fait que à partir de là, moi, ce que je me suis dit, bon, mais je vais cut. Tu sais, je me suis dit, je vais cut. Fait que j'ai trouvé un coach. J'ai engagé un coach, j'étais vegan encore à ce moment-là, qui m'a fait un meal plan pour cutter, pour perdre du poids. Puis dès que j'ai reçu le plan, tu sais, j'étais conscient de combien je mangeais avant. Puis dès que j'ai reçu le plan, j'étais comme, c'est vraiment pas beaucoup de bouffe par rapport à ce que je mange. C'était quelque chose comme 3000 calories, ce qui est quand même beaucoup quand tu y penses. Mais dans ce temps-là, vegan, j'en mangeais comme 4500, 5000 facile. Tu sais, Mhm. fait que là, je trouvais que c'était vraiment pas beaucoup. Puis là, je me suis mis à perdre un paquet de poids, puis j'étais super sharp sa diète. C'est comme, Yep. j'étais à 100% d'acidité, là. Comme tout était au gramme près, tout était parfait, tout était le même aliment. Il n'y avait pas de variation d'un aliment à l'autre. C'était comme, tout était en point, puis j'étais dialed puis ça marchait, là. Comme je fondais vraiment, là. Euh, Par contre, dans ce moment-là, j'avais droit à un cheat meal par semaine. Tu sais, c'était comme, Le fameux cheat meal, man. je déteste le terme, man. Je déteste complètement le terme, mais j'avais droit à un cheat meal. Puis à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment un cheat meal. Ce que je veux dire, c'est que je me limitais, je me privais tellement toute la semaine. Je mangeais ce qui était exactement blanc sur noir sur le plan, que j'arrivais à la fin de semaine, puis c'est comme, je me défonçais l'estomac. Toute la semaine, j'attendais le samedi soir pour mon cheat meal. Je savais ce que j'allais à manger. Il y a une fois, vous êtes toi puis Gab, vous étiez venus à la maison, on avait fait des mac foulets. Faisait deux, Ouais. trois semaines de suite, je le faisais. Tu sais, McFoulet, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un McPoulet de chez McDo, mais fait avec du faux poulet. Puis en gros, c'est du sétane, fait que c'est de la farine de gluten complètement là, qui donne ta boulette. Tu fais ça, puis après, tu as fait frire avec du panko dans de l'huile. Fait que c'est comme it's not super good là, pour le système digestif, si on veut. Là. C'est du fast food, man. Il y a pas de viande là, il n'y a pas de vrai poulet, man, mais c'est du vrai fast food quand même. Ouais, c'était du vrai fast-food. Puis, par exemple, ça, on l'a fait 2, 3 semaines de suite parce que c'était bon. Là. Pour vrai, ça goûtait bon. Là. Moi, je Yep. tripais, en tout cas. Là. Puis, tu sais, j'en mange, tu sais, c'était des grosses boulettes. Puis là, j'en mangeais deux, puis après, je prenais une autre boulette. Puis, honnêtement, toutes les semaines, je mangeais jusqu'au point où je me donnais mal au cœur. Comme, pour vrai, là. C'était comme, j'arrêtais pas de manger. Puis là, j'ai mangé ça. Puis là, je m'achetais des desserts d'avance parce que je voulais manger un pot de crème glacée à base de lait d'amande. Puis, je me défonçais l'estomac toutes les semaines. Puis ça peut pas être bon pour moi, ça peut pas être bon pour ma santé de faire ça, là. C'est juste mauvais à faire. Puis looking back, ma relation avec la nourriture était définitivement problématique. Tu sais, c'était comme, Mhm. à ce moment-là, ce que je voyais, ce repas-là était comme une récompense pour avoir été sharp toute la semaine. Puis je pense pas que la nourriture doit être une récompense. Je pense pas que la nourriture doit être une conséquence. Mais à ce moment-là, c'était comme, c'est comme ça un petit peu que je le voyais sans me le dire de cette façon-là. Puis à toutes les semaines, c'était ça. Je m'empiffrais, là. Puis probablement que je me suis endommagé le système digestif à ce moment-là aussi. Là, comme c'est pas normal. C'est arrivé une fois, ou peut-être même deux, que je te jure, je me suis réveillé dans la nuit pour vomir tellement j'avais mangé puis tellement j'avais mal au cœur. Puis pas parce que j'avais bu, là, j'avais pas pris un verre, là, Yeah. mais je me levais pour vomir parce que j'avais trop mangé puis je me sentais pas bien. C'est complètement horrible. Puis de plus en plus, avec les athlètes qu'on travaille, on n'utilise pas le terme cheat meal, puis deux, on fait l'éducation à ce niveau-là de comme t'as pas besoin de te défoncer, tu sais, t'as pas besoin de te défoncer l'estomac. Tu peux enjoy ce que tu manges tout le temps, toute la semaine, si tu veux, puis continuer d'avoir Exact. des résultats. Là. T'as pas besoin de cheat à la fin de la semaine parce que dans ta semaine, c'est pas comme ça que tu devrais T'es pas aborder privé, là. ton alimentation, Exact. ta nutrition. C'est pas des règles ou un plan que tu dois suivre à la lettre et que si tu dévies ça, tu cheats. C'est plutôt Mhm. des recommandations, des habitudes alimentaires que tu veux changer. Tu veux prioriser certains aliments parce que tu sais qu'ils vont supporter tes objectifs et ta santé. Mais un terme ou un concept qu'on utilise souvent dans notre coaching, c'est que la nutrition et tes choix alimentaires font partie d'un spectrum. Mhm. Il y a une partie du spectrum. D'un bout du spectrum, tu vas avoir des aliments et des choix qui vont vraiment t'aider à favoriser et optimiser ton performance sur le field, optimiser tes résultats. À l'autre bout du spectrum, tu as des aliments qui ne vont pas nécessairement t'aider à atteindre tes objectifs. C'est pas des aliments qui sont bons ou mauvais en tant que tels. Tu veux un certain équilibre au travers de ce spectrum-là. Tu veux trouver un équilibre qui va être sain pour toi, que tu vas être capable de garder à long terme. Et tu veux surtout pas développer une relation d'abus et de restriction avec ce que tu manges, ou même avec ton training, ou n'importe quelle autre facette de ta vie, Mhm. mais ou surtout pas avec la façon dont tu manges.
Exact. Même principe que, tu sais, là, tu le dis avec le training, mais souvent, c'était ça aussi. Quelqu'un qui est porté à cheat meal, manger quelque chose de même, puis dire, hey, le lendemain matin, je vais faster, je vais pas déjeuner pour compenser, puis je vais aller faire 1 heure de cardio à jeun. C'est pas comme ça que ça marche, puis c'est pas comme ça que tu devrais le faire. Ça, c'est la meilleure façon de développer une relation malsaine avec la bouffe puis l'entraînement. C'est pour de vrai. Mhm. Fait que, On wrap it up? yes, sir. So, c'était tes 3 plus grosses mistakes, Marc, durant ton parcours sportif. Puis, on va sans aucun doute revenir avec l'envers de la médaille, donc nos meilleurs coups durant notre parcours sportif, pour que vous puissiez apprendre aussi des bonnes choses qu'on a fait. Hein? Moi, Marc, on n'a pas juste fait des mauvaises choses quand on était des athlètes. On a Heureusement. fait des bonnes choses aussi. Ouais, exact. All right. Thanks. Fait que, Peace. merci, salut.